Et bonjour, est-ce que je suis en live? Allez, je retourne sur la page pour essayer de regarder si je suis connecté. Je regarde si je suis connecté. Je ne crois pas encore. Et si peut-être, le temps que ça charge. Ah, il est marqué en live. Je dois y être. Je me vois avec un petit retour, mais évidemment, je ne m'entends pas puisque j'ai coupé le son pour pas que vous ayez un double retour. Et j'ai besoin, comme d'habitude, que vous me disiez si vous êtes là. Je vois déjà une quinzaine de personnes, donc ça a l'air de fonctionner. Et j'ai besoin d'un ou deux petits commentaires qui me confirment qu'on a le son, qu'on a l'image, que c'est fluide et que ça fonctionne. Et pour l'instant, personne ne commente. Donc, si, j'ai Jessica qui dit bonjour, j'ai Nadège qui me dit si, c'est bon, ça marche. Et c'est parfait. Bonjour, bonjour, bienvenue. Du coup, le retour des Zoom Mini Talk, les online Mini Talk qu'on avait créés pendant le précédent confinement. Et donc, on est content d'être là. On est content que vous soyez là aussi, apparemment. Et donc, on va accueillir un nouveau Mini Talk parce que, une fois toute cette période passée, on a tous repris un peu le boulot, on a eu un peu moins le temps de s'occuper de ça, et puis là on sent que la communauté a besoin qu'on reprenne un petit peu la parole et qu'on essaye d'échanger avec vous sur un tas de choses. On a fait un très gros live avec Léa Torieri, la présidente d'Île-de-France, notre référence légale, c'est la semaine dernière. On a eu beaucoup d'audience. J'ai une moustache, pour ceux qui sont déjà en train de se moquer de moi, je reçois déjà des messages privés. Oui, j'ai une moustache. J'ai une moustache pour Movember, hein, la campagne de sensibilisation. Je ne le fais pas juste pour le plaisir, hein, j'ai pas des goûts extraordinaires, mais quand même. Il y a une campagne de sensibilisation des garçons à faire attention à leur santé. D'ailleurs, les copains qui m'ont dit je m'y mets cette semaine, envoyez-nous les photos en commentaire, comme ça on pourra rigoler ensemble, hein, parce que j'assume complètement mon côté ridicule. Mais voilà. Donc, on va arrêter les commentaires sur ma moustache, soyez sympa. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est pas très grave. Par contre, on va parler aujourd'hui de photographie. Mais avant de parler de photographie, voilà, on est déjà une centaine, c'est bien, c'est bien. Avant de parler de photographie, juste un petit point rapide. On a un article qui va sortir concernant les attributions, les demandes d'aide, etc., pour qu'on puisse vous éclairer sur ces petites questions, que vous sachiez un petit peu ce à quoi vous êtes éligible ou non, hein, parce qu'on a des questions là-dessus. Les derniers articles sur les derniers décrets sont déjà publiés. On attend des nouvelles allocutions présidentielles dans les jours qui viennent, mercredi je crois, et donc forcément des décrets qui risquent d'arriver par la foulée. Et encore une fois, on prendra le temps de les décrypter et de les publier ici comme d'habitude. Hein. Donc voilà, quand il y aura du nouveau, on fera du nouveau. Deux petits points. Merci et bravo à tous ceux qui ont rejoint l'organisation ces dernières semaines. On a eu un gros pic de gens qui nous ont rejoints et une grosse fierté de nos adhérents à annoncer qu'ils faisaient partie des nôtres. Je vous félicite. Voilà, je vous félicite. Vous êtes nombreux à aujourd'hui soutenir votre profession et ça donne du poids à notre action et ça nous permet d'être d'autant plus crédibles auprès des organisations politiques qui nous écoutent. Et donc voilà, bravo à chacun d'entre vous. Vous êtes merveilleux. Voilà, je suis très content de ça. Et bravo à une deuxième chose, à toutes les personnes qui ont participé aux médailles de la photographie professionnelle française. Voilà, on a clôturé hier, on avait rallongé un peu le délai à cause des circonstances. On a clôturé hier les participations aux médailles de la photographie professionnelle française, les MPPF. On a un nombre de participants et un nombre de photos qui est très au-dessus de tout ce qu'on a jamais reçu, je crois, dans toute l'histoire du concours. Beaucoup de catégories, beaucoup de spécialistes qui apparemment ont joué, si j'en crois les messages sur les communautés, etc. Moi, je n'ai pas accès aux photos, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a encore pour l'instant, mais on aura des informations à vous communiquer à ce sujet. Beaucoup de personnes nous ont demandé quand est-ce qu'avaient lieu les résultats, la remise des prix, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas encore comment on va pouvoir mener ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que dès que ça sera connu, vous en serez informé. Alors en tout cas, voilà, l'étape suivante, c'est le jury qui délibère et l'attribution des médailles d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore comment ça va se passer. J'ai une question sur les décrets autorisant à reprendre les shoots, Jessica. Ce n'est pas le thème du live d'aujourd'hui, et qui plus est, on n'a pas d'informations supplémentaires, sinon on aurait publié quelque chose, évidemment. Et donc bravo pour la MPPF, bravo pour tous les participants. La Coupe du Monde de photographie donc, a été lancée, la compétition en elle-même. L'équipe de France a été constituée et transmise à l'organisation mondiale qui gère la Coupe du Monde de la photographie.
Et donc, je crois que notre responsable, notre capitaine de l'équipe de France, William Moureau, pourra faire une communication dès qu'il sera autorisé à le faire à ce sujet. Voilà un petit peu sur la partie actualité du moment. On est 160. Je pense qu'il est temps qu'on puisse accueillir nos gentils invités. Je réactive leur micro pour qu'ils puissent être présents. En fait, en réalité, ce n'est pas deux invités. J'ai un invité et Delphine avec moi, que vous connaissez, avec qui on partage les mini-talks régulièrement. Et donc, bonjour Delphine, je vais te laisser Salut à bien tous. notre invité. Ben écoute, ça faisait longtemps, hein? Je crois qu'il nous fallait un deuxième confinement pour se retrouver. C'est ça. C'est dommage, mais ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial. Je l'annonce, c'est Fred Marie, qui est un photographe de presse qu'on avait envie de faire intervenir sur ces talks parce que c'est un domaine, la presse, qu'on ne connaît guère en tant qu'artisan. Fred Marie, c'est un grand acteur de la photographie. Il est le directeur du collectif DR. Il fait plein de choses. Il a aussi sa chaîne de podcast sur Photographe 2.0 que je vous invite à tous à aller écouter parce qu'il est curieux. Il s'intéresse à tous les secteurs d'activité, même les niches. Et voilà. Et aujourd'hui, on l'a invité. Il va nous partager ses 5 meilleurs conseils sur la photo de presse, le photojournalisme. Voilà, Fred Marie, si tu veux te présenter mieux que ça encore, je te laisse la parole. Mieux que ça, je ne pense pas que je vais y arriver. Merci, c'est très sympa. Merci pour l'invitation. Merci Thibaut et merci à votre association. Du coup, voilà, moi je suis photoreporter, je travaille pour la presse depuis maintenant 2011-2012. Je suis pigiste, j'ai le statut de pigiste quand je travaille pour la presse, c'est-à-dire que je ne suis pas ni auteur ni artisan, je suis payé en salaire, je fais ce qu'on appelle des piges salariales. Donc en gros, je fais un reportage et puis ensuite je fais le tour des rédactions pour leur proposer l'achat. Et quand ils achètent, ils payent en salaire. Donc ça, c'est pour la partie pratique. On pourrait revenir après parce que c'est peut-être une question que vous posez. Et ensuite, à côté de cette activité de photographe de presse, où je collabore avec différents magazines, on peut citer par exemple des journaux comme La Croix, Le Pèlerin, Paris Match, GeoAdo, pas mal, VSD, quand ils étaient en meilleure forme. Voilà, je vous montrerai quelques publications après. À côté de cette activité-là, je fais aussi beaucoup de formations de photographes, d'abord des photographes de presse, et puis après, j'ai élargi un peu le spectre aux autres photographes, artisans, auteurs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je pense qu'on va parler aujourd'hui de trucs qui peuvent être appliqués, pas forcément que pour l'univers de la presse, c'est ça qui est intéressant avec la photo, et ce qui m'a amené ensuite à créer le collectif DR, puisqu'en gros, j'avais créé une structure pour former des photographes. Il manquait l'outil de diffusion derrière, c'est-à-dire créer des passerelles, enfin utiliser des passerelles qui existent déjà, mais qui étaient ouvertes qu'à des agences de presse ou à des collectifs. Donc, du coup, j'ai créé cette structure. Je ne l'ai pas fait tout seul, on était deux. On est deux à la base, donc je salue Vincent Wartner, qui est mon camarade de jeu pour ce projet. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on est plus de 60. C'est une structure qui vient de fêter sa première année. On va grandir encore dans les prochaines années qui arrivent. Et on a commencé à créer une petite team en interne pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, diffusion, mise en avant des photographes. Et on s'élargit aussi progressivement à la vidéo et à d'autres domaines de la photo qui peuvent être intéressants pour des photojournalistes. Ok. Je prends la parole une seconde, j'ai oublié de le préciser en amorce. Je sais que Fred est totalement comment dire, ouvert aux questions et à répondre à tout un tas de choses qui sont un peu techniques. Moi, je sais que j'ai été invité à une soirée du collectif, etc. etc. Voilà. Donc, j'ai aussi, moi, en mon temps, posé plein de questions parce que c'est un univers, en effet, qu'on connaît moins. La plupart des photographes qui sont dans nos adhérents ou dans les personnes qui nous suivent, c'est souvent des personnes qui, comme moi, reçoivent une demande d'un client et font des photos pour ce client. Toi, tu fonctionnes un peu à l'inverse, hein, donc tu vas faire des images et après, tu vas trouver le client qui va avec. Donc, en gros, tu vas nous parler de tout ça, mais en gros, poser des questions, c'est le moment de s'intéresser à ça. On n'est pas sur, on est moins sur des choses qu'on pratique et c'est intéressant d'aller découvrir d'autres façons de faire. Ça peut nous enrichir dans notre business, mais aussi sur la culture de ce qui existe. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on les suit et avec Delphine, on les posera volontiers. Voilà, je vous laisse la parole à tous. Yes. Tu veux que je commence peut-être avec le premier Est-ce que conseil? tu as des... Delphine, vas-y, je t'en prie. Ouais.
Ouais, j'allais dire, ouais, carrément, on commence déjà par, voilà, là, tu as expliqué un petit peu ce que c'était. Tu as parlé de pige, du coup, enfin, peut-être que tu viendras plus tard sur la carte de presse, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, et comment, en fait, comment on commence. Parce qu'en fait, enfin, je pense qu'on est nombreux à fantasmer de la presse, mais on ne sait pas par où commencer quand on débute la photographie, si on veut se spécialiser dans le photojournalisme. Ouais. Bah, déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le photojournalisme, c'est du journalisme. Et du coup, ça a l'air un peu con dit comme ça, mais ça ne l'est pas complètement. Et photojournaliste, enfin, quelqu'un qui est photojournaliste est journaliste. Donc, c'est-à-dire qu'il a tous les droits et les devoirs qui vont avec. Et du coup, la carte de presse est là comment dire, pour justifier. Je vous montrer à quoi ça ressemble à ça. C'est juste un bout de plastique en fait au final parce que ça n'a pas vraiment de valeur juridique sur la question du statut du journaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse pour être journaliste, donc on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse pour être photojournaliste. Il doit y avoir 35 000 cartes de presse en distribution, en circulation en France, et ça inclut aussi bien la carte du mec qui présente le JT que celui qui fait les mots croisés dans Télérama, pour faire le grand écart, on va dire. Et au final, je crois que dans les stats, il n'y a que 500 photographes qui ont une carte de presse. Or, on est beaucoup plus que 500 en France à couvrir l'actualité, même occasionnellement, enfin même régulièrement, je veux dire. Donc, ce n'est pas forcément la condition pour être journaliste. Par contre, faire un travail de photojournaliste, c'est faire un travail de journaliste. Donc, ça veut dire respecter certaines choses, comme par exemple la déontologie, l'éthique, le fait de ne pas inventer des choses, de montrer la vérité, ou montrer, pas la vérité, mais montrer les faits, se baser sur des faits, vérifier les sources, recouper ses sources, protéger ses sources, informer, vulgariser. En gros, c'est ça le truc le plus important. On viendra après sur la question des formations, mais ce n'est pas un métier qui est... il n'y a pas d'ordre des journalistes ou des photojournalistes, comme il y a un ordre des médecins, des comptables, des avocats, etc. Donc, on peut faire en théorie ce qu'on veut en fait, dans ce métier, et on peut en avoir la vision qu'on veut. Maintenant, c'est plus réglé par... Il y a un seul texte fondateur qui s'appelle la Charte de Munich, qui définit 10 points importants sur la question de la déontologie, des droits et devoirs. Donc, je vous encourage à aller regarder et taper Charte de Munich dans Google. Mais voilà, mais il n'y a pas vraiment de législation pure. Même, on parle souvent de l'abattement fiscal quand les journalistes, peut-être que vous en avez entendu parler, des 7 650 €, je crois, de mémoire, d'abattement fiscal annuel, qui dépendrait de la carte de presse. En fait, ça dépend du statut de journaliste. Et le statut d'un journaliste n'est pas le même selon la carte de presse, la commission de la carte de presse, donc la commission qui délivre la carte de presse, et le service des impôts. C'est-à-dire que les gens qui peuvent potentiellement vous redresser n'auront pas la même définition du journalisme que la commission des journalistes en fait, professionnels. C'est assez intéressant à savoir. Alors, moi, je découvre un monde, tu vois, c'est marrant. Alors, moi, je découvre un monde et j'ai envie de réagir sur 2 points. Parce que ça devient de suite technique. Alors, voilà. C'est clair. Réellement, la carte de presse, déjà d'une part, qu'est-ce qu'elle change? Non, parce que pour le coup, parlons de photojournaliste, mais moi, je suis parti du principe qu'un photojournaliste, il avait une carte de presse. Donc, là, je me trompe complètement. La carte de presse, est-ce que ça change quelque chose d'en avoir une? Et si, dans nos gens qui nous écoutent, il y a des gens qui veulent devenir photojournaliste, à quel point ça... Alors, déjà, comment on l'obtient? Est-ce qu'ils peuvent la réclamer ou est-ce qu'il faut déjà avoir un bagage derrière? Et qu'est-ce que ça change de l'avoir ou de ne pas l'avoir, en fait? Alors, pour obtenir la carte de presse, je ne suis pas un expert dans le secteur, mais bon, comme je l'ai depuis maintenant 2014, je peux en parler un peu. Tous les ans, tu dois envoyer un dossier. Alors là, pour la première année, pour la première fois cette année, tu peux le faire en ligne, mais avant, c'était en mode courrier papier, quoi. Tu récupères tous tes bulletins de salaire, toutes tes attestations employeurs. Donc, en gros, tu fais signer à ton employeur principal ou à tes employeurs, quand tu es pigiste comme moi, une attestation qui dit que tu as travaillé pour tel groupe de presse qui est référencé par la commission de la carte de presse, qui a un numéro de commission paritaire, ça s'appelle. Tu fais le total de combien tu as gagné. Et si ça représente plus d'un demi-SMIC par mois, environ, il n'y a pas de chiffre exact, en fait, c'est un peu... ça passe en commission, il n'y a pas vraiment de critères très définis, très, très stricts. Tu envoies tout ça avec un petit chèque pour la commission, et ils se réunissent. Alors, la commission paritaire, la commission de la carte de presse est composée de salariés de presse et de patrons de presse. Ils se réunissent X fois dans l'année et ils accordent des cartes de presse ou pas. Il y a des cas où tu ne peux pas, avoir la carte de presse, soit parce que tu n'as pas gagné assez d'argent
et en salaire. Ce qui est compliqué de se faire payer en salaire quand tu es photographe. En général, tu te fais payer plus en droit d'auteur ou en facture. Mais un journaliste est censé être payé en salaire, un pigiste est censé être payé en salaire, un pigiste est même CDI dans les statuts, depuis la loi, je crois que c'est la loi Cressard, de mémoire. Donc en théorie, on est tous CDI, même si on n'a pas de contrat de travail, c'est assez rigolo. C'est plutôt de bordel, on va dire. Derrière, tu as la carte de presse ou pas, si tu as gagné assez d'argent, si eux considèrent que tu es journaliste et que s'ils jettent un œil à ce que tu fais, ils considèrent qu'il n'y ait pas de problème d'éthique et de déontologie. Ça peut être... ça a pu être le cas, par exemple, je crois, de mémoire, quand le petit journal avait renouvelé les cartes de presse pour leurs journalistes, tu sais, avec, comment il s'appelle, Yann Barthès et sa team. Et ça avait fait polémique il y a quelques années, à l'époque, petit journal, où ils n'avaient pas réussi à avoir leur carte de presse parce que la commission considérait qu'ils faisaient plus de journalisme, mais de l'entertainment, donc du divertissement. Okay, ouais. Voilà, ça peut être le cas. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en toute sincérité, alors, j'ai vu des questions qui sont hyper intéressantes à côté, donc on va les poser après. Mais disons qu'aujourd'hui, moi, je suis photographe de mariage à la base. J'ai aussi un studio, mais je suis photographe de mariage, tu le sais. Et on avait eu cette discussion tous les deux un jour, quand on s'était croisés à Paris, au cours d'une formation que je donnais, d'une formation que tu donnais, en bref. Et où je disais, moi, j'ai une vision du photojournaliste qui, en effet, raconte les faits rien que les faits. Voilà. Moi, je me suis jamais, j'ai jamais communiqué sur le fait que je me sentais photojournaliste de mariage, même s'il y a des collègues qui le font et qui le font certainement bien. Aujourd'hui, j'ai la sensation que quand on fait une image, dans mon fonctionnement à moi d'artisan, hein, je vais y mettre une part de moi-même et je vais montrer ce que j'ai envie de montrer. Et forcément, ce que j'ai envie de montrer, c'est à travers mon filtre émotionnel à moi, c'est ce que j'ai envie de montrer de la mariée, etc., etc. Et je me dis, si demain je devais aller documenter un événement, peu importe qu'on soit politisé ou non, à un moment ou à un autre, on va dans une manifestation, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la manifestation, et je crois que d'une certaine manière, on va être tenté, je crois, de raconter le sujet à travers notre spectre émotionnel et peut-être de biaiser le système. Alors, tu parles de droits et de devoirs, et Patrick Lambert nous disait, est-ce que globalement, c'est uniquement des droits et des devoirs moraux. C'est-à-dire que, mais il y a quand même cette problématique de, en effet, la carte presse qui peut servir d'arbitrage sur comment dire, l'équité entre la réalité du sujet et la situation, entre guillemets. Mais moi, je trouve ça compliqué peut-être de photographier les faits rien que les faits sans y mettre son approche émotionnelle. Tu retrouves l'équilibre. C'est impossible en fait. C'est impossible d'y arriver. En fait, tu peux tendre à une objectivité, mais tu ne pourras jamais être objectif parce que de toute façon, tu n'auras jamais la même perception. Tu ne peux pas avoir une réelle appréciation de ce qu'est la réalité et ce qu'est une situation objective. Tu peux pas. C'est toujours trop complexe en fait. Il y a trop de choses qui interviennent. Quand tu es dans une manifestation, tu ne peux pas te priver. Et en fait, il ne faut pas te priver de ce que tu ressens et de ce que tu as envie de montrer. Le simple fait de sortir l'appareil photo et cadrer d'une certaine façon, c'est être subjectif. Donc, ça semble logique. Maintenant, dans ce que je dis dans les droits et devoirs, c'est juste que quand tu as en face de toi une situation, ce qui ne serait pas éthique ou déontologique ou pas objectif, ou du moins tu ne tendrais pas vers ça, c'est d'essayer de ne pas le montrer ou du moins de faire en sorte que ça ne soit pas visible. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne retouche pas les images, on retouche très peu les photos quand on est photojournaliste. On n'enlève pas les éléments, c'est quasiment interdit, enfin c'est interdit d'ailleurs, même si c'est pour une question esthétique, on ne le fait pas. On peut recadrer une image, mais on ne va pas enlever un mec, on ne va pas enlever un arbre, un machin, quoi. Ça semble logique, on ne maquille pas l'information, parce que tout ce que tu produis, ça devient un document d'information, ça devient même une source pour d'autres, pour que d'autres puissent travailler dessus. Pour répondre à... C'était quoi ta question déjà? C'était en gros, est-ce que tu peux tendre à la... Est-ce que tu peux être vraiment objectif? Je crois que tu as répondu, c'est que globalement, finalement, on ne peut pas comment dire, complètement sortir de son corps pour faire des photographies qui soient factuelles et bêtement factuelles, la vérité à travers la vérité. Par contre, j'avais des questions. Vas-y, je te laisse poser la question, Delphine. J'ai noté des questions. La première, c'est celle que je t'ai posée en off, c'est est-ce qu'on peut être artisan et finalement en photographe de presse en même temps? Bien sûr. Mais la plupart, honnêtement, je n'ai pas les stats parce qu'il n'y a pas de... Notre profession n'est pas vraiment bien documentée en termes de stats. On a moins de discipline que vous, les artisans, même si moi je m'inclus aussi dans les artisans puisque j'ai ce statut. Mais d'ailleurs, c'est complètement con d'avoir en fait cette différence de 3 statuts parce qu'au final, tout le monde est amené dans sa carrière, au moins une fois peut-être,
à passer par chacune des cases, tu vois. Il y a des photographes artisans qui vont de temps en temps vendre des droits d'auteur ou qui vont de temps en temps vendre une photo à la presse, comme ça, dans un magazine, et être payé, pourquoi pas, en salaire. C'est juste qu'au niveau légal, tu peux faire les trois, il n'y a aucun souci. Après, c'est en fonction de ton sujet, de comment tu le traites, où là, il peut y avoir ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Si par exemple, tu es photographe en corporate et que tu es engagé par une boîte, je sais pas, tu bosses pour Airbus, par exemple, tu vas faire des photos d'Airbus toute la journée, tu vas te payer, etc. Et le lendemain, tu veux vendre ce reportage-là à la presse et sur une thématique peut-être un peu touchy, genre Airbus va dégager je ne sais pas combien de personnes, machin. Donc là, tu vois, il y a un petit conflit d'intérêts. Après, ça dépend comment tu gères le truc. Ça peut être délicat et en même temps, ça peut être très simple. Parfois, il y a des choses que tu vas faire en tant qu'artisan qui peuvent être vendues à la presse parce que y a une information et que il n'y a pas de conflit d'intérêt et que ça reste une image, tu vois. Donc, et aussi, il y a un truc important aussi, c'est que tu as beaucoup de photojournalistes aujourd'hui, même si c'est la majorité largement, peut-être même presque la globalité, malheureusement, qui sont obligés de passer par le statut d'artisan ou d'auteur à côté pour vendre des images. Parce qu'être payé en salaire tous les mois avec des piges, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, il faut produire beaucoup, faut vendre beaucoup, c'est très compliqué, quoi. Donc, il y a des gens qui font du mariage, il y a des photojournalistes qui font du mariage, il y a des photojournalistes qui font du corpo, des photojournalistes qui font des cours photos, voilà, qui se mettent à la vidéo, qui font de l'auto-édition, j'en parle à la fin. Il y a pas mal de choses à faire. Ok. Donc, pour revenir sur ton point numéro 1, ce qui décrit un photojournaliste, c'est pas forcément d'avoir la carte de presse, mais finalement, c'est de faire du reportage et qui finit par être publié. Si je résume bien. Exactement. En fait, si on devait donner une définition au photojournalisme, c'est une photo qui va être publiée dans la presse, qui va informer, même si le monde de la presse est assez sinistré parce qu'il y a une C'est ce que crise. quelqu'un dit, ouais. Quelqu'un dit et la presse ne paye plus, malheureusement. Ouais, en fait, si Virginie, la ouais. presse paye encore, en fait, dire que la presse fait quelque chose ou pas, ça veut un peu rien dire. C'est-à-dire que tu as des rédactions de journaux qui payent très bien leurs photographes ou leurs journalistes. Là, je te parle de piges à, je sais pas, entre 100 et 1000 euros la page de photos publiées parfois. Donc, ça existe. Il y a des grands magazines, des hebdomadaires en France qui payent jusqu'à 4-5 000 euros le reportage. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Même si ça fera peut-être halluciner ces chiffres des photographes corpo qui sont payés 2-3 000 euros la journée, je sais pas, mais en tout cas en presse c'est énorme, parce qu'après c'est plus quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros au mieux en général. Et tu as des journalistes, tu as des rédactions qui ont coupé les trucs, qui ont coupé court à tout ça et qui payent de moins en moins, voire qui payent plus, qui récupèrent soit du gratuit, soit de l'agence dans les stocks, etc. Mhm. Mais globalement, effectivement, on baisse. On est sur une baisse en fait. On est sur une augmentation du besoin d'image et d'utilisation d'images, mais on est sur une baisse générale des tarifs, ce qui est vraiment problématique pour les photographes de presse qui sont obligés de trouver des solutions pour pallier à ça, quoi. Ok. Et du coup, Je m'interroge, je rebondis sur un truc. J'ai vu passer il y a quelques années, alors j'avoue que c'est moins le cas, en tout cas je l'ai moins vu passer, des journaux d'information en ligne, 20 minutes et un truc de ce genre-là, qui faisaient des appels au public en disant si vous avez des photos de votre téléphone portable, transmettez-les à rédaction@20minutes.fr Ouais. et on diffusera l'information de cette manière-là. Alors, encore une fois, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme dans les concours pour les photographes, où on envoyait les photos de la mairie, on les utilisera pour notre banque d'images sans la payer. Je ne sais pas si ces gens-là étaient rémunérés à l'époque et de quelle manière, etc., etc. Mais il y a un truc qui me frappe. Outre le fait qu'il y a la fuite de l'information et l'objectivité, tout ça. Je disais tout à l'heure, en matière de presse, il y a la nécessité de ne pas retoucher, même si c'est pour enlever un arbre. Factuellement, je suis assez convaincu que quelqu'un qui a fait des photographies d'un événement quelconque, qui les a ramenés à la maison et qui les a transmis et qui n'a pas la charte de déontologie, qui n'a jamais entendu parler de truc, il a forcément modifié son contenu sans vouloir mal faire. Hein. J'aurais pu le faire pour une raison X ou Y, sans forcément vouloir influencer la photo, mais pour embellir l'image. C'est hyper préjudiciable en fait pour cette problématique déjà d'une part de concurrence par rapport à votre travail factuel, mais aussi par rapport au contenu de la presse et de l'information et de la qualité de l'information qui se transmet. En fait, le problème, il est même plus large que ça. On l'a vu avec les élections américaines, par exemple. C'est le concept de fake news. Le problème, c'est qu'en plus, l'image peut être manipulée et le traitement de l'image peut être aussi détourné. Donc, effectivement, c'est un problème. Après, les rédactions qui font appel aux amateurs ou qui récupèrent des photos comme ça date depuis presque le début de la photo de presse. Il y a même une photo de presse célèbre qui a été prise par un amateur qui avait eu un prix. Je n'ai plus le nom en tête, ça se retrouve ça sur Internet.
Mais ça, c'est vieux comme le monde, quoi. Maintenant, c'est clair que tout le monde a un téléphone, tout le monde a un appareil photo capable de transmettre en direct H24. Et en fait, tant mieux, c'est bien parce que ça permet de multiplier les sources, les canaux d'information. Et derrière, ça permet de faciliter le travail à des professionnels qui peuvent recouper ces sources, informer, donc mettre en forme. Tu vois, c'est l'étymologie d'informer, c'est mettre en forme en latin. Donc, tu vois, tu pourrais dire ça pendant un repas en société pour te la péter, ça marche bien. Le but après, tu vois, c'est. On peut lancer un concept, les petites punchlines de Fred Maïs. Tu es fournisseur officiel de punchline, tu le sais. Mais je sais que tu es bon pour ça en plus. Mais là, il est un peu tôt, là, on n'a pas encore commencé l'apéro, donc on fera plus tard. Mais Ouais. donc, du coup, ouais, ce problème des amateurs n'est pas un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que les rédactions auront toujours besoin de matériel de qualité. BFM, ils s'en foutent que la photo elle soit prise par un photographe professionnel qui a fait ça avec un 36D, je sais pas quoi, un dernier cri avec une focale de dingue et tout quoi. Ils s'en foutent de ça. Eux, ils veulent juste une information et pour la diffuser rapidement à l'antenne. Donc, ils comblent des trucs. C'est ça, c'est sur quoi surfent les agences de presse et les stocks. Ils donnent, c'est un canal d'information continue. Donc, au même titre que des amateurs qui fileraient des images. Maintenant, tu as des journaux, par exemple, tu prends des hebdomadaires comme Paris Match, Libé, enfin, pas Libé, le Figaro Mag, le Pèlerin, La Vie, etc. Et tu prends des quotidiens comme Le Monde, le Fig, Libé, l'Humain, etc. C'est des gens qui vont plutôt aller chercher des professionnels pour informer quand ils sentent que c'est important, en fait. Maintenant, si c'est pour publier une photo de, je sais pas, l'explosion de Beyrouth, tout le monde l'a filmé au téléphone, donc forcément, tu vois, c'est que des images d'amateurs que tu vois. Par contre, les images d'après-coup de la ville en cendres presque, c'est des professionnels qui les font, ces images. Les gens se déplacent. Il y a encore des gens qui partent en commande pour documenter ce qui se passe, alors que tu as des dizaines de milliers de gens sur place qui pourraient envoyer des photos avec leur téléphone. Donc ça veut bien dire qu'il y a encore une opportunité énorme pour les photographes de presse, parce qu'il y a toujours moyen d'apporter de la qualité. Et tu vois, ça passe même dans le fait d'être professionnel. Nous, on travaille énormément sur ça dans le collectif DR. Les photographes qu'on a, on les saoule tous les jours. Il y en a peut-être qui sont là dans le chat qui écoutent. Et ils le savent, on les saoule et on va encore le faire ce soir parce qu'on le fait toutes les semaines sur la mise en forme de leur reportage, sur l'editing photo, sur les mots-clés qu'ils utilisent dans les IPTC, sur les légendes photos, sur leur façon de démarcher des rédactions, d'envoyer des mails, de cibler les gens qu'ils contactent. Ce qu'un amateur fera pas, en fait, parce qu'il n'a pas envie de le faire. En fait, L'amateur, tout le il veut monde peut voir. faire une photo digne d'actualité, parce que là, au bon endroit, au bon moment. Par contre, devenir photojournaliste, c'est bien plus l'appuyer sur le bouton. Ouais. En fait, Clairement. il faut être hyper malin. Enfin, j'imagine, du coup, quand tu parlais du marché, il faut se différencier, il faut aller directement cibler les bonnes presses, avoir le reportage, j'imagine, clé pour telle ou telle presse. Enfin, on voit qu'il y a une différence de qualité, donc d'information. Ouais. Donc, je pense que tout ça, ça se réfléchit. Ouais, carrément. Mais en fait, tu passes très peu de temps à faire des photos quand tu es photojournaliste, mais un peu de la même façon pour vous quand vous êtes photographe, même si vous shootez beaucoup plus que nous, parce que quand vous avez des clients, vous avez un calendrier, des séances qui sont programmées, etc. Moi, tu vois, je shoot très peu. Au final, je passe plus de temps à préparer des reportages, faire des interviews, contacter des gens, essayer d'avoir des accès. Parce qu'au final, un bon reportage, c'est pas que des bonnes photos en fait. Faire une bonne photo, c'est la base. Si tu fais pas une bonne photo, si tu fais pas un bon reportage photo, c'est déjà à la base, tu n'as pas grand chose à faire ici, quoi. Par contre, derrière, il faut avoir des accès particuliers pour être le premier à avoir les photos, ou le seul à avoir les photos, ou avoir les meilleures photos. Donc ça se négocie. Et pour tout ça, ça demande énormément de temps, de préparation, d'enquête aussi, parce que je te dis, on fait un travail de journaliste, donc on vérifie les sources, on ne part pas sur une info comme ça à l'arrache, on ne part pas dans un pays comme ça à l'arrache, qu'on ne connaît pas, on cherche des gens sur place, qu'on appelle des fixeurs, on réfléchit à un budget, on réfléchit à comment on va rentabiliser ce truc-là, parce que le temps passé à faire des photos, c'est cool, mais il faut quand même gagner de l'argent dans l'histoire pour payer les factures et tout ça. Donc, ouais, tu passes plus de temps à faire tout ça que réellement faire des images, quoi. Je rigole parce que je me dis, déjà, on n'était pas très. Enfin, on est artisans et photojournalistes, on ne se connaît pas beaucoup, mais ça nous donne encore moins envie d'y aller, tellement ça semble complexe, quoi. En fait, je suis d'accord, hein, ça a l'air très complexe comme ça, ça l'est dans les faits. Maintenant,
tu faisais allusion à ça, Thibaut, tout à l'heure, la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur notre groupe où on parlait de photographes de guerre et versus photographes de mariage, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. En Pour fait, l'anecdote, parce que dans son collectif, il fait des zooms comme ça, etc., etc. Et un jour, on m'a invité pour me mettre la tête sur une pique, hein, en mode, nous, on est des vrais photographes, mais toi, tu vas manger des petits fours, salaud. Donc, du coup, non, je plaisante. Clairement, on m'a invité. Moi, clairement, ça m'a intéressé. Je me suis retrouvé au milieu d'un collectif de photojournalistes, hein, en leur expliquant dès le début à quel point j'admirais la fonction qu'ils faisaient. Et j'ai entendu rapidement parler de fixeur. Tu parlais de fixeur. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un fixeur dans ce truc-là. En un mot, c'est quoi un fixeur? En gros, un fixeur, c'est ton contact sur place qui va te trouver des informations, te trouver des sujets, te trouver parfois être responsable de ta sécurité quand C'est c'est une ça, zone c'est en quelqu'un guerre. qui peut te sauver la vie, qui va te faciliter la vie et peut-être te donner des accès qui te permettront de gagner ta vie derrière. Donc c'est quelque chose qui se paye et qui est important, ou qui a une problématique de réseau et de contact, etc., etc. Et j'ai entendu dans ce collectif des mecs parler de photographie de guerre en disant je reviens de tel endroit. Enfin, en ce moment, il ne faut pas aller en Syrie, les gars. C'est déconné, quoi. C'est pas possible. Et vous étiez là en mode ouais, il y a des trucs à faire, te rends pas compte. Et je sentais que c'était pas une question d'on va aller gagner du pognon parce qu'il y a des trucs à faire. Hein. C'est que je sentais qu'il y avait une vraie motivation à y aller. Passion. Hein. Parce qu'il y a et j'ai posé la question en disant, écoutez, moi, je sais pourquoi je vais faire des photographies de mariage, je sais ce qui m'anime là-dedans, mais qu'est-ce qui vous anime à laisser vos femmes, vos gosses prendre un avion pour aller dans une zone de guerre et prendre des risques? Et on m'a parlé d'aventure humaine, on m'a parlé de devoir témoigner, on m'a parlé de devoir pour le monde, on a parlé... J'ai trouvé qu'il y avait des valeurs profondes. Voilà, bravo. Au demeurant, je redis ce que j'ai déjà à l'époque. Et j'ai été choqué, mais pas loin, de voir des gens qui avaient mon âge dire bah, moi, je veux prendre un avion pour aller dans une zone de guerre, prendre des risques, parce qu'il faut le faire et parce que c'est une aventure incroyable et forte, dans laquelle on va enrichir le monde d'images avec lesquelles on va revenir. Et j'avoue qu'en effet, moi, derrière petit photographe de mariage, je me suis senti ridicule avec mes images. Ouais, mais en même temps, tu te rappelles, ce soir-là, tu as justement un photographe qui a fait beaucoup de photos de conflits pendant plusieurs années, qui t'a dit mais moi, quand je vois ton boulot, j'hallucine tellement c'est énorme et jamais je serais capable de faire ce que tu fais. Parce que les mariages, j'arriverai jamais à être à l'aise, avec les gens comme toi tu l'es, à faire des images comme ça. Donc, chacun a ses spécialités, chacun a ses champs de compétences, d'expertise, ses domaines d'expertise. Et surtout, chacun a ses propres envies, ses passions et son fameux pourquoi il fait les C'est choses. un peu ce qu'on essaye, et c'est aussi un peu le thème des mini-talks, hein, c'est qu'on essaye de faire venir plusieurs profils On a vu plein de photographes de différents styles et de différentes approches, justement, pour qu'on montre qu'il n'y a pas une façon d'être photographe, mais autant de façons, et que c'est bien de trouver son style. Et le fait de pouvoir avoir la chance d'avoir des super spécialistes du portrait, ou de la photo de nouveau-né, ou de la photographie de mariage, ou des photojournalistes aujourd'hui qui viennent nous parler de ça, ça nous permet aussi de nous dire, tiens, ça j'aime bien, ou alors j'en veux surtout pas. Et j'ai envie de te demander, mais comment on se forme si on est intéressé à ça, comment on se forme? Le truc, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions officielles, entre guillemets, ou qui sont proposées, comme dans d'autres professions. Encore une fois, ce n'est pas une profession régulée, dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer, tu n'as pas besoin d'avoir une expérience particulière pour exercer, tu n'as pas besoin de montrer patte blanche, en fait. Donc, tu peux te former un peu comme tu veux. La meilleure façon, selon moi, de se former au journalisme, au photojournalisme, au journalisme, c'est les écoles de journalisme. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un master de journalisme à l'IEP de Toulouse. Ça m'a énormément servi parce que ça m'a appris tout ce qui est le monde des médias, les conférences de rédaction, le fonctionnement de rédaction. J'ai fait des cours de télé, de radio, de print, de web, de plein de trucs. Et derrière, ça t'apprend à construire une information, à faire du journalisme. Ensuite, pour la photo, moi, je me suis formé un peu seul, dans le sens où je n'ai pas fait d'école photo, où j'ai lu des bouquins, j'ai discuté avec des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai fait des photos. C'est comme ça que je me suis formé. Par extension, le photojournalisme, je me suis plus formé grâce à l'école de journalisme. Il y a des formations de photojournalisme proposées par des écoles. Je n'ai pas d'avis particulier dessus. Enfin, si j'en ai, mais je ne vais pas le dire ici, sinon je vais me faire trop d'ennemis. Je garderai ça pour les gens qui sont dans ma liste mail. Consensuel, si tu veux bien, on ne va pas se faire d'ennemis non plus, nous. Donc on a ouais, voilà, je vais rester cool. En fait, dans l'association, alors je ne sais pas si c'est ton point de vue ou le point de vue des photojournalistes en général, j'ai la sensation que la photographie n'est qu'un accessoire. C'est-à-dire que techniquement, on est d'abord des journalistes et on utilise la photographie pour faire notre boulot de journaliste. Ce qui fait que la photo n'est qu'un outil. Alors, tu disais tout à l'heure, c'est important de savoir faire des bonnes photos, mais finalement, la créativité, l'artistique n'a pas vocation à exister dans ce cadre-là, tu vois. J'ai vraiment la sensation que la quête
Si, Ouais. il faut une partie. Je Si, si. fais exprès, je vois Delphine qui me fait genre. Ouais, Mais ouais. je fais exprès de poser des questions pour qu'il y réponde, tu vois. Ah, Je veux dire. pardon, tu Non, mais joues, ça, je t'en prie, tu vas-y. joues à l'imbécile en fait. Non, non, je déconne. Ah, mais je ne Euh, joue pas, moi je suis un imbécile, hein. De toute façon, tout le monde le sait. Donc, du coup, je pose des questions de naïf parce que je suis très naïf. non, mais c'est ce qu'il disait Après, tout à l'heure. Si l'esthétisme n'est pas assez fort, tu vas pas toucher la même cible de presse. Je pense qu'il y a des différentes qualités recherchées par les différents supports et médias. En fait, même si tu arrives avec une photo assez unique, dans le sens où tu étais un des premiers sur place à faire la photo, mais en même temps, c'est pas non plus le sujet de la mort. Si ta photo n'est pas un minimum composée, cadrée, où tu n'as pas fait attention, t'as fait attention à ta lumière, tu n'as pas coupé des gens, des doigts, des pieds, des machins, et tu n'es pas cramé ni sous-ex, si tu fais pas tout ça, tu ne seras jamais publié. Alors, il y a des contre-exemples, et il y a des gens qui vont réussir à avoir des publications en ayant des grosses lacunes et grosses faiblesses techniques, parce que justement, il y a la partie information qui est derrière, qui est très forte, et c'est ce qu'on appelle des documents, des presse exclusives. Tu vois, tu regardes Enquête exclusive sur M6, ça tremble, c'est flou, ça bouge, c'est même voulu en fait. Les mecs, limite, ils ont envie de faire ça avec la caméra, tu vois, pour montrer on est dedans, on est en immersion et tout. Maintenant, si tu veux vendre tes photos largement à la presse hebdomadaire, généraliste, de la presse mensuelle ou même quotidienne, tu as intérêt à envoyer du lourd en termes de cadrage, de composition et de créativité. Donc au final, c'est pas accessoire la photo. Le seul truc, c'est que il faut pas oublier pourquoi tu fais les photos. Tu fais pas les photos pour toi. Tu fais pas les photos pour ton sujet. Tu fais les photos pour un média qui va les publier, qui va informer les gens. Donc tu fais les photos pour des gens qui ont envie d'avoir une information. Et du coup, sur ça, j'ai envie de rebondir, ça va peut-être amener au point 3 sur comment trouver ces sujets. C'est-à-dire, à la base, c'est ton intention quand tu commences, en fait, puisque tu n'as pas de client. C'est ton intention d'aller montrer ton travail à la presse, et puis plus tard, la presse te contacte, ou c'est toujours un mix des deux? Comment ça se passe concrètement sur le Tu as terrain? deux écoles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation à essayer je d'avoir des crois pas rencontres. qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je sais, la vie, Et je c'est l'ai d'avoir des calé, je suis rencontres, content. hein. Je voulais la caler. Ah, non, c'est un Euh, game. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. En gros, il y a deux méthodes, il y a deux écoles principales qui sont ce que je fais moi, qui est en gros, tu fais ton truc et ensuite tu vas démarcher. En mode vendeur de tapis, tu vas à Paris, tu vas à Gennevilliers pour la Prisma Média pour aller voir Géo, Feu VSD, ça m'intéresse, etc. Ensuite, tu prends tu prends la ligne, je ne sais plus combien, pour aller à Montrouge, pour aller à Bayard. Tu vas vendre ça à la Croix, le Pèlerin, etc. Après, tu reprends le métro pour un machin. Bref, et tu essaies de vendre ton truc. Et ensuite, tu sais combien ça t'a coûté et tu espères combler cet argent-là, récupérer cet argent et faire un bénéfice dessus. Sachant que tu peux le faire des années après, c'est ça qui est génial. Ou alors, la deuxième méthode, c'est tu pars pas, tu attends qu'on t'envoie, ou alors tu demandes à ce qu'on t'envoie, et du coup, tu essaies de déclencher ce qu'on appelle des commandes, c'est le même mot que vous utilisez aussi pour la partie corpo, hein. Des commandes presse, où en gros, là, tu vas te payer soit à la journée, soit un forfait de jours ou de travail, ou à la publication derrière. Et là, tu as un peu la sécurité de l'emploi, mais tu es moins bien payé que si les photos avaient été achetées à l'unité, en gros, en quelque sorte. Ah, mais la commande est impossible quand tu débutes, puisque la Non, presse non, ne te connaît pas. c'est pas impossible. Moi, j'ai des élèves qui ont réussi à en avoir. J'ai des gens autour de moi qui arrivent à en avoir. Moi, j'ai réussi à en avoir alors que j'étais inconnu de certaines rédacs ou je suis allé sur des domaines que je maîtrisais pas forcément. Encore une fois, l'expérience n'est pas obligatoire pour convaincre quelqu'un de t'acheter des photos, de te commander des photos. Ce qui compte, c'est ce que tu vas lui proposer. C'est pas comme dans un cas classique de candidature pour un poste d'emploi où tu arrives avec ton CV, ta lettre de motivation et tu montres ce que tu as fait. Là, tu arrives avec des photos ou tu arrives avec une idée, tu arrives avec un pitch, un peu comme si tu vendais une startup. Tu as 2 secondes pour dire, tu as 2 minutes pour dire ce que je vais te proposer là, c'est génial, c'est pour toi, saisis ta chance, prends-le, envoie-moi faire le reportage et je te ramène le truc. Il y a plein de gens qui ont commencé comme ça. Alors, ça demande des qualités qui n'ont rien à voir avec la photo, rien à voir avec le journalisme. C'est plus du marketing, hein, c'est plus Ouais. de la vente, c'est même de la vente directe. Donc, au final, c'est là où c'est intéressant d'ouvrir un peu son esprit et de regarder un peu comment ça fonctionne dans le milieu des startups, dans le milieu des boîtes en général, dans comment ça marche les commerciaux, la vente, etc. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Et on a cette chance incroyable de ne pas avoir besoin de montrer euh, voilà, les références à chaque fois. Alors, il y en a certains qui demanderont, mais après, c'est un milieu où règne la bidouille
et où il faut être malin, en fait. Donc, des fois, tu peux enjoliver certaines choses. Tu as même des histoires comme ça dans le milieu de la presse. Par exemple, je ne sais pas si tout le monde connaît ici le festival Visa pour l'image. Mm. Visa pour l'image à Perpignan, ça s'est créé sur un coup de bluff d'un mec qui s'appelle Jean-François Leroy, qui est allé voir la mairie de Perpignan en disant ça serait bien si on faisait un truc. Le mec a dit non. Il dit ouais, mais quand même, ça serait bien. En plus, il y a Paris Match qui est chaud pour financer et être partenaire. Il dit ah, si Paris Match est chaud, ok. Après, il est allé voir Paris Match, il fait bon, j'ai peut-être un truc en Perpignan, est-ce que ça vous dit de faire un truc machin. Et tu vois, ça part comme ça, c'est un peu de l'esbrouf, mais Ouais, là, le résultat est là, tu vois. Donc, ouais, faut être malin et en fait, il faut avoir envie, quoi. C'est-à-dire que tu pourras toujours te former à tout ce que tu veux. Aujourd'hui, sur Internet, avec les formations en ligne, tu peux te former à tout, quoi. Je peux me former à la photo de bébé, la photo d'assiette, la photo de ce que je veux. Maintenant, si tu n'as pas envie de faire ça, ou si tu sens que c'est pas fait pour toi, ou que tu n'as pas ce pourquoi profond, c'est clair que c'est compliqué, quoi. Ah, mais ça vaut pour toutes les disciplines, tous les métiers. Enfin, je suis convaincue de ça, hein. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est super encourageant. C'est-à-dire que si on a vraiment envie, on peut commencer. Alors que moi, j'avais l'impression que pour commencer, il aurait fallu déjà se lancer, partir faire du reportage soi-même pour pouvoir montrer des portfolios, comment on raconte les histoires. J'aurais pensé voilà, que de débuter par de la commande, c'était de l'impossible, quoi. Bah, il faut un minimum que tu sois formé, tu vois. Et si tu pars en commande, derrière, il faut assurer, quoi. Parce que Ah, c'est si clair. un journal t'envoie en commande et que derrière, tu ramènes de la merde, déjà, tu repartiras plus en commande pour lui. Et c'est un tout petit milieu, la photo de presse, hein. Ça parle très vite, ça parle beaucoup sur les uns et sur les autres. Il y a beaucoup de photographes qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est assez impitoyable comme milieu par moment, mais comme dans plein de milieux professionnels au final, hein, où voilà, il y a des gens qui sont honnêtes, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, c'est comme dans plein de milieux. Ah, c'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup pour ça. Comment tu trouves du coup tes sujets? Toi, tu es spécialisé dans le sport extrême, et aussi tu fais beaucoup de reportages pour l'armée française, l'armée de manière générale. Raconte-nous et pourquoi tu t'es mis dans ces spécialités-là, et Ouais. comment on trouve nos spécialités quand on est dans la presse. Alors, une petite précision, moi je ne travaille pas pour l'armée, c'est important de le D'accord. noter, parce que c'est vrai que des fois les gens voient les photos militaires, ils se disent ouais, ils travaillent pour l'armée. Je ne travaille pas pour l'armée, je ne suis pas militaire, je ne suis pas payé par l'armée pour ce que je fais, je ne reçois pas d'argent, enfin bref, je fais des sujets sur l'armée, je suis spécialisé dans la thématique militaire, ce qu'on appelle la défense, au même titre qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans les photos de bonsaï, de chats, de chiens, de yaourts, de je ne sais pas trop quoi. Voilà, moi je suis spécialisé là-dedans. Mais si tu veux, je vais partager l'écran. Est-ce que je peux partager l'écran là? Ouais. Bien sûr. Je vais vous montrer quelques publications, comme ça permettra Mm. de mettre des images sur les mots. Là, par exemple, c'est la photo que tu avais utilisée pour la miniature de ce live. Je t'avais proposé celle-là parce que celle-là, elle avait été publiée pas mal de fois, un peu partout, sur un reportage. Là, pour le coup, j'étais en commande. C'est assez rare. En général, je suis en commande 2% du temps, quoi. Mais là, j'étais en commande parce que c'était cher à produire. C'était un reportage au Mali, donc c'était un gros budget. Et j'avais pas envie de sortir cet argent comme ça. C'est un peu compliqué et j'ai préféré avoir cette sécurité-là. Et surtout, ça a marché, ça a intéressé une rédaction. Euh, et donc, du coup, pour revenir sur la question de l'armée, la question de l'armée intéresse énormément de gens et intéresse beaucoup de rédactions. Ce qui est normal au final, parce que c'est des budgets colossaux. En France, on est parmi les principaux pays à mettre vraiment beaucoup de pognon dans les armes, la guerre, etc. Je vais faire défiler un peu. Et ce qui est logique, du coup, c'est de savoir comment c'est utilisé, pourquoi c'est utilisé, combien ça coûte, qu'est-ce que les gens y font, pourquoi il y a 4000 personnes au fin fond du désert du Sahel à faire mumuse avec des flingues ou des avions, même si j'exagère, mais voilà, c'est pour faire comprendre le truc. Pourquoi, quoi? Et c'est à ça que servent les journalistes aussi, à aller chercher les informations, à les ramener, montrer ce qui se passe sur place, le ramener sous forme de texte et d'images, pour que les gens puissent ensuite avoir la vision complète du truc, pour comprendre s'il y a un candidat politique qui se présente et qui veut augmenter le budget de l'armée, il faut qu'on sache pourquoi ou le diminuer. Voilà, tu as des hommes politiques qui veulent supprimer l'armée, mais du coup, il faudrait savoir à quoi ça sert l'armée, tu vois. Mm. Tu vois, c'est des sujets comme ça. Donc là, par exemple, ce sujet, tu as dit au Mali, tu as été commandé et après tu l'as revendu à d'autres journaux? Ouais, donc là, par exemple, je suis parti en commande pour Le Pèlerin, qui est un hebdomadaire qui traite beaucoup de questions
religieuse, mais pas que. Ils font aussi beaucoup de sujets sur la société, l'économie, tout ce qui se passe à l'international. Ils ont une super ligne éditoriale photo où ils aiment beaucoup mettre du grand reportage. Et donc là, pour le coup, j'avais réussi à leur proposer ce sujet de partir au Mali. C'était la deuxième fois que je partais. Donc je connaissais, j'avais déjà des images. C'était plus facile que si j'avais débarqué de zéro, c'est sûr. Et donc là, ensuite, on a fait 6 ou 7 pages dessus. Donc ça, c'est la double d'ouverture. Et l'idée, c'est de raconter sur place comment les gens vivent, en fait. Ça, c'est pas forcément des images. De toute façon, la guerre, c'est pas ultra visuel en termes de guerre, quoi. Quand tu vas à la guerre, les gens, ils font rien, ils attendent, en général. De temps en temps, il y a des petites opérations qui peuvent être assez violentes, où les gens meurent, etc. Mais 99% du temps, les gens, ils attendent. Ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils font du sport, ils se rasent, ils vont à la messe, comme là, on le voit sur les images, où ils s'entraînent à tirer, où ils font du karaoké. Tu vois, ça, typiquement, c'est le genre de photos que l'armée ne laisserait pas forcément passer. Ouais. Donc, tu vois, moi, je ne travaille pas pour l'armée, donc je peux me permettre de mettre des photos de mecs un peu déchirés en train de chanter Queen, tu vois. C'est assez rigolo. Et derrière ce reportage, une fois que je suis rentré, il est passé donc, dans ce magazine. On a fait la couve, c'était sympa, c'était cool. Et ensuite, une fois que le tirage était terminé, enfin que le magazine n'était plus en kiosque, j'ai eu bien sûr le droit de le revendre ailleurs. Et en fait, il vaut mieux vendre le sujet ailleurs, parce que même si tu es payé une première fois, tout ce temps que tu as passé là, il faut le rentabiliser et mettre à disposition tes photos d'autres rédactions. Et donc là, par exemple, je l'ai revendu à VSD un peu moins d'un mois après, où là, tu vois, la double page n'est pas du tout la même. Et ça aussi, c'est important à noter. C'est-à-dire que quand tu fais un reportage en tant que pigiste, en tant qu'indépendant, tu dois avoir en tête, quelque part, les besoins et les préoccupations de chacun de tes clients potentiels. Tes clients, là, pour le coup, où j'étais en commande, par exemple, le pèlerin, il fallait une double d'ouverture, on comprenne la situation, où on puisse écrire des trucs dans le ciel, machin, parce qu'ils aiment bien ça. Donc, du coup, tu vois, je fais cette photo en pensant à une double. Ouais, t'anticipes, quoi. Ouais. Après, avant de partir, le rédacteur photo m'a dit bon, bah, sois prudent, et puis tiens, si tu nous ramènes une photo pour la double, pour la couve, on fera une couve. C'est à de quoi faire une couve. Donc, après, je me suis embêté pendant plusieurs jours à essayer de trouver un moyen de faire une couve avec un mec avec un flingue sans que ce soit trop agressif, parce que le pèlerin, c'est pas le genre de journal qui va publier un mec avec le flingue comme ça, tu vois. Il faut que ça soit assez soft. Mais bon, si tu veux représenter un militaire, faut bien que ça soit un militaire. Donc finalement, cette photo a été choisie. Donc Moi, j'aurais bien aimé quand même les militaires bourrés en train de chanter du Queen en couverture. Après, ça, c'est mon point de vue personnel, tu vois. Je veux dire, j'aurais trouvé ça assez drôle. Mais par contre, tu vois, c'est intéressant de voir que derrière le travail de production, il y a une triple lecture, j'ai envie de dire. Il y a ce que tu as à raconter, il y a pour qui tu vas raconter, c'est-à-dire qu'au sein d'un même reportage, tu vas pouvoir faire différentes images, et pour quelle utilisation. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des images que tu les prends en dehors de ces compositions où il y a du texte. Elles sont très mal composées. D'accord, tu es un grand débutant. Non, mais blague à part, tu composes des images pour, en effet, laisser de la place pour mettre du texte dans le ciel, parce que tu anticipes l'exploitation d'une image pour une couve, pour une double page, donc avec une césure au centre potentiellement qui pourrait te porter préjudice si c'était pas composé. Donc, tu as même des habitudes de composition. Voilà, cette image-là serait composée différemment. Elle serait pas... Donc, clairement, cette image-là, tu enlèves des textes, elle raconte une histoire, mais avec son texte, elle s'équilibre énormément, en fait. C'est des images qui sont pensées à la prise de vue pour être utilisées dans la presse. C'est bien. Ah, mais carrément. Et en fait, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que quand tu pars en reportage, tu pars un peu comme t'es un peu comme le réalisateur d'un film qui a écrit dans sa tête ou même sur le papier un storyboard. Il a fait des cases et tu sais quelle photo il te faut et tu sais qu'il te faut absolument, mais vraiment absolument une photo pour faire une double page d'ouverture. C'est obligatoire. Tu peux pas rentrer ton reportage si tu n'as pas une photo pour faire une double. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ça, tu te prives de 90% des clients qui potentiellement pourraient acheter ton sujet, parce qu'il leur faut une double pour attaquer le reportage. Et tu as certains magazines qui, au final, une fois qu'ils ont leur double, tout ce qu'il y a derrière, c'est presque obsolète, parce que tu vois, dans les maquettes, derrière, c'est des petits formats. Bon, là, c'était un peu particulier, on avait quand même mis les images en avant, mais c'est des photos où voilà, tu peux te permettre de te relâcher un peu sur certains trucs, même si voilà, tu es quand même censé faire le meilleur que tu peux. Mais cette photo-là, par exemple, non seulement quand je l'ai pris, je pensais à avoir de la place sur le ciel pour pouvoir mettre un titre sur le truc, mais j'ai même demandé à pouvoir la faire pour pouvoir faire la double page d'ouverture, parce que je savais que ça marcherait bien. C'est-à-dire que je suis allé voir les pilotes d'hélico, je leur ai demandé s'il y avait moyen de monter dans un hélico avec eux, de pouvoir survoler la zone où on arrive sur le camp français,
parce que je savais qu'eux, ils escortaient, tu vois, on le voit peut-être en petit, le Chinook, la sorte d'avion, d'hélicoptère avec les deux. C'est un hélicoptère britannique. C'est eux les pilotes en fait, qui sont en train d'être bourrés là. Ça fait, ça rassure. Mais le matin, ils allaient bien. Pour la sécurité de tout le monde. Donc là, en fait, ils escortent le Chinook en train de faire un déploiement pour une opération en cours. Et si tu veux, là, j'ai dit à la personne, voilà, ça serait bien si je pouvais monter dans l'hélicoptère pour faire une photo de cet hélicoptère parce que c'est britannique, donc c'est intéressant dans mon angle, parce que je parlais justement de la force internationale, et avoir un décor sympa, le ciel, etc., le fleuve Niger en dessous, ça serait pas mal. Du coup, j'ai négocié pendant plusieurs jours comme ça, enfin, ça a duré 2 jours de négociation pour essayer d'avoir ça. Et au final, ils ont accepté que je monte dans l'écho, ils ont enlevé la porte. C'est pas forcément agréable de bosser quand tu as l'air comme ça dans la figure tout le vol, mais bon. Et là, j'avais un micro et je disais au pilote, avance, recule, baisse-toi, descends, machin. C'était un peu comme un drone, quoi. Pour que je puisse avoir l'angle que je voulais pour faire cette image, quoi. Donc, et je savais que cette image-là, elle pourrait potentiellement ouvrir le sujet. De la même façon que celle-ci aussi, du mec dans l'hélico, mais là pour le coup un hélico français, où je sais pertinemment que ce genre d'image ça marche bien et que VSD c'est typiquement leur cam, quoi. Ils adorent ce genre de truc. Donc, et derrière, je sais que c'est une image qui montre plein de choses et qui permet d'être diffusée plus largement aussi. Donc tout ça, tu réfléchis, quand on te présente quelque chose, on te présente une situation ou quand on te donne une information, tu dois avoir cette gymnastique mentale en quelque sorte de dire comment je peux le rendre en image, quel cadrage je vais pouvoir utiliser, est-ce que je vais faire une hauteur, une largeur, un plan serré, un plan large. Mais tout ça, ça devient au final, avec le temps, ça devient automatique. Un peu comme quand tu passes les vitesses de ta bagnole, tu réfléchis pas si tu es en troisième, en deuxième, en machin. Tu fais les choses plus ou moins instinctivement, mais ça demande au départ un minimum de formation. Là, c'est cadeau, je vous ai offert une petite formation sur ça. Mais vous pouvez aller encore plus loin en allant dans une école de journalisme ou dans une école photo s'ils ont un parcours pour ça, ou dans les formations en ligne. Et ensuite, ça demande à s'investir sur le terrain pour essayer à chaque fois d'avoir des cadrages originaux. Donc, tu vois, c'est ça, en fait, la créativité qu'il y a quelque part dans le photojournalisme. C'est de réussir à partir d'une idée, d'un fait, d'une actualité, d'un événement plus ou moins important, à ramener des images, à ramener une série d'images cohérentes qui pourra satisfaire non pas un magazine, mais plusieurs magazines, tu vois. Donc, effectivement, c'est une grosse réflexion, mais c'est la réalité, quoi. On a des questions. Je ne sais pas si celle-là a été écrite. Je vais faire un petit tour au niveau des questions posées. Moi, j'en ai une sur l'exclusivité. Est-ce que ça peut arriver qu'une presse t'impose une exclusivité? Comment ça se passe? Parce que là, tu disais, par exemple, tant que c'est en kiosque, je ne peux pas le vendre ailleurs. Est-ce qu'il y a une règle comme ça ou... Ouais, alors tu peux, j'essaie de trouver un sujet qui s'y prête. Par exemple, ce reportage, qui est un des derniers reportages que j'ai fait là l'année dernière, avant qu'on soit tous confinés chez nous, c'était en Polynésie. Et ce sujet, je l'ai vendu à 2 magazines qui ont à 2 semaines d'intervalle presque. Et au final, qui s'en foutent que l'autre magazine le publie parce qu'ils n'ont pas forcément la même cible, ils n'ont pas le même nombre de tirages, ils n'ont pas la même estime de l'autre parfois. Ils disent, ouais, non, c'est bon, c'est un petit magazine, on s'en fout, file-leur. Ou alors ils sont trop gros, nous, voilà, fais-toi plaisir et vends-leur, et puis après, nous, on le prendra. Mais ça peut arriver, bien sûr, que les gens aient envie d'avoir l'exclusivité. Là, par exemple, ce sujet, je crois que je l'avais vendu en exclu à VSD, c'était quand Joey Star avait sauté d'une falaise avec des cordes. C'était assez rigolo. Là, la rédaction paye plus cher pour avoir une exclusivité, ou du moins la primeur du sujet. Après, l'exclusivité, c'est très rare parce que on parle plus de primeur de publication, c'est-à-dire qu'ils vont être les premiers à le publier, et après, tu ne vas pas forcément le vendre à un concurrent direct la même semaine. C'est un peu logique, en fait. Donc, mais si, éventuellement, on te demandait de le faire, c'est-à-dire qu'un journal te dit « je le veux, mais je ne veux pas que ça soit vu ailleurs », ça se monnaie en fait. Et là, tu rentres dans une négociation supplémentaire où en gros, on t'avait proposé tant, et maintenant il faut augmenter. Et donc là, après, il n'y a pas de règle. C'est comme quand on te vole une photo et que tu dois faire un devis. Tu peux faire x5, comme x10, comme x50, c'est toi qui vois. Ouais, c'est clair. C'est une question de négociation, quoi. Ok. Il y a Priscilla qui dit, Fred, est-ce que tu es le seul du coup à la photo et à l'écriture de ton projet? En général, oui, parce que je suis tout seul sur les reportages.
et j'aime bien maîtriser le truc. Tu vois, par exemple, le sujet au Mali, le texte ici, tu vois, c'est moi qui l'ai écrit, mais parce que je commence à bien connaître la situation sur place, tu vois, et j'ai une formation de géopolitique à la base et de relations internationales, donc je connais la situation sur place et c'est plus facile pour moi de bosser comme ça. Maintenant, ça m'arrive des fois d'avoir un rédacteur avec moi ou une rédactrice, et on bosse en équipe. Mais c'est plus de frais aussi pour la rédaction. Même si c'est génial de bosser avec quelqu'un parce que c'est plus safe par endroit, c'est plus enrichissant parce que tu confrontes les points de vue, c'est plus relax parce que tu n'as pas besoin de faire les interviews pendant que tu fais les photos, etc. Alors, il y a des pour et des contre pour faire tout ça. Maintenant, si tu sais écrire un minimum et que tu aimes bien ça, c'est bien de faire les deux parce qu'en plus, tu gagnes plus d'argent parce que tu es payé aussi pour le texte. Ok. Bon, ben top, tout ça, là, on apprend tonnes de choses. Je te Je montre réfléchis. quelques photos de sport extrême pour pas voir que je fais que de la Ouais, guerre. carrément. Ouais, ça sera sympa. Thibaut, regarde s'il y a d'autres questions. Je regarde en même temps que tu montres les photos. Ça, par exemple, tu vois, c'est un sujet qui n'a rien à voir ni avec l'armée, ni avec les sports extrêmes. C'était une commande pour le coup. Donc là, on m'a demandé, j'étais payé la journée pour faire ça. On m'a dit, va faire un reportage sur une école de journalisme à Toulouse. C'était pas la mienne, c'était une autre. Et l'idée, c'était, là, j'étais avec un rédacteur, qui est un ancien élève en plus, c'est assez marrant. Et donc lui, il s'occupait du texte et moi, je faisais les photos. Donc on a suivi des étudiants. Et tu vois, c'est le genre de photos où on te demande de ramener une information. Là, par exemple, c'est un des rares journaux, l'étudiant. Le journal s'appelle l'étudiant. C'est un des rares à ne pas ouvrir le reportage avec une double page. Donc, eux, ils veulent une photo auteur. Et donc ça, tu vois, c'était un petit challenge. Ils m'ont dit, il faut que tu ramènes une photo auteur ou dans laquelle on peut écrire, etc., et qui donne de l'information. Donc, tu vois, j'ai essayé de faire plusieurs trucs et celle qui était retenue, c'est celle-là où tu vois un peu le reflet. Dans le reflet, tu vois le logo de l'école, tu vois les étudiants en train de faire leur émission de radio. Et l'idée, c'est que tu colles un peu, tu as un brief, un peu comme c'était en commande pour une entreprise, tu as un brief plus ou moins précis, mais derrière, à toi de réussir à mettre en lumière le truc, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est important, il faut retenir que c'est important de se spécialiser, d'avoir des champs d'expertise, des domaines d'expertise très ciblés. Donc moi, par exemple, je suis très ciblé sur l'armée, les militaires, la défense, etc. Et aussi les sports extrêmes, la montagne, les activités outdoor, genre parachute, paralpinisme, etc. Mais il faut être capable aussi de rester ouvert à différentes choses, à être capable de faire des portraits, de faire des photos flash s'il y en a besoin, de gérer des différentes problématiques techniques au besoin. Voilà, et c'est ça aussi le métier de C'est le photojournaliste. propre du reportage aussi, parce que tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas shooter, quoi. Donc, si tu n'es pas bon un peu Exactement. partout, c'est un peu Exactement. la difficulté. Et quel est l'impact de rejoindre une structure, des agences, des choses comme ça? Comment ça se passe, tout ça? Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé au tout début, mais mon travail photo est diffusé par une structure qui s'appelle Ansoukas, qui est un des principaux collectifs en France et dans le monde en termes de nombre. Je crois qu'on est plus de 700 maintenant, dans le genre. Et ça me permet de diffuser mes images en France, à l'étranger, via différents outils qu'on a mis en place aussi pour DR d'ailleurs. Et donc le fait d'être dans une structure, ça te permet d'avoir des outils comme par exemple Pixpalace, pour ceux qui connaissent peut-être Pixpalace, comme ça se prononce, c'est une boîte à Paris qui propose de mettre en relation des agences de presse et des acheteurs de photos, des groupes d'édition, les Bayard, les Hachette, les Prisma, etc. Tous les journaux sont abonnés plus ou moins les plus importants à Pixpalace. Ils peuvent se servir de cet endroit comme une banque d'images, sauf qu'ils vont pas... Pixpalace ne prend pas de commission sur les ventes, elle va faire payer un abonnement aux deux parties. Et ensuite, quand il y a une transaction, elle se fait entre le photographe ou sa structure et le client. Ouais. Donc, pour avoir accès à ce genre de système, de plateforme, il faut faire partie d'une structure, d'une agence ou d'un collectif, d'où la création de DR et d'où ma présence aussi dans Ansoukas. Et le fait d'être dans une structure, dans un collectif, ce qui est génial, c'est que tu rentres dans une communauté avec des gens comme toi ou des gens qui pensent un peu comme toi, qui font un peu le même boulot que toi, qui peuvent t'aider, te conseiller, que tu peux aussi aider et conseiller, parce qu'on l'oublie, mais parfois c'est
c'est plus intéressant, c'est plus gratifiant d'aider les autres que de se faire aider. Et, et derrière, ça permet aussi d'avoir du poids quand tu montes des projets ou des dossiers, parce que tu dis, voilà, tu es rattaché à telle structure qui, elle, communique d'une certaine façon avec une force de frappe plus intéressante et plus importante que si tu étais tout seul. Ouais, et puis Donc, c'est clair que... ça te retire la partie démarchage, du coup, commercial. Alors, non, par contre, Non c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rentres dans une structure type collectif, j'entends, que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que c'est à toi de faire tes légendes photos, c'est à toi de trouver tes sujets, c'est à toi de te débrouiller pour vivre et bien vivre de ton truc. Les gens ne vont pas bosser pour toi. Ils peuvent t'aider, te mettre dans les bonnes dispositions, t'accompagner, etc. Mais en général, tu te débrouilles. Par contre, quand tu diffuses tes photos dans une agence de presse comme, par exemple, ce qu'on appelle les agences filaires, donc AFP, Reuters, AP, CIPA, etc., même si le modèle est encore en train d'évoluer encore aujourd'hui, parce que ces modèles-là s'ouvrent aux nouveaux modèles, ça c'est intéressant, hein. Mais bon, ça sera trop long d'en parler aujourd'hui, je pense. Là, encore, tu pourrais avoir d'une certaine façon, tu pourrais envoyer tes photos et attendre que ça se passe. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que ces agences-là ne recrutent pas de photographes salariés ou diffusent difficilement de nouveaux photographes. Là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais tu dois rester acteur à chaque fois de ce que tu fais, quoi. Tu vois, c'est pas la solution magique. Le statut de photojournaliste ou de photoreporter, c'est un métier d'indépendant, en fait. C'est un statut d'indépendant, c'est une philosophie d'indépendant, comme un graphiste, un peintre, n'importe qui. Donc, c'est toujours bien d'être dans un réseau, parce que justement, ça te permet d'être plus efficace, de trouver plus de clients, de mutualiser. L'autre intérêt, voilà, d'un collectif, c'est aussi d'avoir accès aux fichiers clients du collectif. Ouais. Nous, on a accès à des centaines de mails qu'on peut mettre à disposition des gens. Et quand quelqu'un a envie de proposer son reportage à, je sais pas, National Geo ou Paris Match ou Figaro, ben, il a juste besoin d'aller dans le fichier Excel, récupérer le contact de la personne et envoyer un mail. C'est à lui d'envoyer le mail. Par contre, on va aussi lui dire, attention, si tu envoies de cette façon, le mec ne va pas répondre. Donc, tu devrais plus accentuer comme ça, reformuler comme ça, appeler à tel moment de la journée ou de la semaine parce que je les connais, et là, ils sont en bouclage, c'est pas la peine. Voilà. Donc, c'est à ça que sert la structure. Et en général, la structure ne prend même pas de commission sur les ventes. En général, dans les collectifs, je ne connais pas tout le fonctionnement des collectifs, mais les principaux collectifs en France ne prennent pas de commission sur les ventes. Ce qu'ils font, c'est que voilà, ils sont rémunérés par les membres eux-mêmes qui payent une cotisation pour avoir accès à tous ces services, quoi. Super. Il y a Christophe qui nous dit bravo pour tes images et tes explications pertinentes sur notre métier. Et oui, Pixpalace top, Pixtrack pour pister nos images top aussi. Bah, écoute, franchement, Fred, je résume un petit peu. Mais donc, tu nous as parlé de ce que c'était le photojournalisme, de la formation, de comment trouver ces sujets, de l'avantage de rejoindre une structure. Et ton cinquième conseil, parce qu'en fait, c'était 5, on en a juste 20 000 là dans notre talk. Le cinquième que tu trouvais important. Ouais, le cinquième que je vais partager avec vous, c'est lié un peu au premier, c'est d'être ouvert d'esprit et de comprendre, de s'intéresser au journalisme et de comprendre qu'il y a plein de choses à faire en plus que de vendre à la presse papier traditionnelle ou web. Moi, je suis en pleine réflexion sur ça ces derniers temps. Je bosse sur un bouquin sur ça d'ailleurs. Je le dis publiquement, ça m'engage à me sortir les doigts et à avancer plus vite. C'est une astuce de productivité. Maintenant que j'en ai parlé, il va falloir que je le sorte le bouquin. Ça marche plutôt pas mal. Du coup, l'idée, c'est de réfléchir à comment tu fais pour rester photojournaliste quand autour de toi, tu as un modèle économique qui est un peu en perdition parce qu'il y a moins de budget, il y a moins de pagination, il y a plus forcément de concurrence de gens qui proposent des choses et qui sont très bien. Tu fais du mariage, du docu. Voilà, mais tout en restant tranquille. Laissez-nous tranquille. Restez dans votre coin. Barrez-vous. Voilà, à la limite, tu peux déménager à Aix, ouvrir un studio, dire que Thibaut Chap, il est tout pourri, et puis essayer de choper sa clientèle. Non, ça, c'est pas une bonne ça marche pas. Non, mais par contre, il y a plein de pistes, et nous, au sein de DR, on travaille beaucoup sur ça, et on monte pas mal de projets à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout ce qui est auto-édition. Moi, j'ai fait plusieurs projets d'auto-édition qui ont à chaque fois fonctionné, et qui sont en plus assez rémunérateurs, voire très rémunérateurs, donc c'est cool.
tout en restant dans une logique de photojournalisme et de photoreportage. C'est-à-dire que tu fais le même boulot, sauf qu'au final, tes photos, elles ne sont pas utilisées par Le Monde, Le Figaro, mais par toi dans un Quand même. livre que tu vends aux gens. C'est comme si tu avais ton propre magazine et que tu vendais aux gens en direct. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers différents supports, ouais, leviers, que sont l'auto-édition, l'univers de l'art, puisqu'on a monté il y a quelques mois une galerie d'art en ligne où on sélectionne quelques images en interne, on fait une grosse sélection avec un jury qui est parfois extérieur au collectif pour en plus apporter un outil pédagogique en plus aux gens. On sélectionne les meilleures des images et on va les proposer à la vente en version numérotée, signée, digographiée, tout ce que tu veux, pour en créer vraiment un objet d'art lié au photojournalisme, parce qu'on parle de photoreportage sur le terrain. Donc ça, c'est une solution. Il y a la vidéo aussi qui est notre solution. Au final, on fait plus ou moins le même boulot, sauf qu'on n'utilise pas le même matos. Parfois, si, on utilise le même matos. Aujourd'hui, tu peux filmer avec ton appareil photo, voir ton smartphone, et tu peux faire des choses très bien. Tu vois, je pense à justement Vincent Wartner, avec qui j'ai monté ce projet de DR, qui l'année dernière a fait un reportage, même un documentaire, un 52 minutes, qui va passer sur France 3 là, dans quelques jours, en Guyane, où il a suivi des guérines perros, donc des pilleurs, des chercheurs d'or illégaux, qui saccagent un peu la forêt amazonienne. Il les a suivis avec une grosse caméra qui, au bout de 2 jours, a un peu pété parce que, je ne sais pas si vous connaissez la Guyane, mais le taux d'humidité doit avoisiner les 3000%. Et le matos, c'est compliqué. Il a fini son reportage à l'iPhone 6. Et le truc passe en 52 minutes sur France Télé et excellent. Pourquoi ? Parce que derrière, les images restent propres, parce que c'est un très bon photographe, il arrive à cadrer, etc. Et en plus, l'histoire est incroyable. C'est une des premières fois qu'on voit des mecs bosser dans cette jungle-là. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que le matos n'est plus un frein pour quoi que ce soit, n'est plus une excuse. Et derrière, il y a plein d'opportunités pour quelqu'un qui aime le photojournalisme, qui a envie de faire du photoreportage. C'est à nous de créer les business models et les modèles économiques autour de ça, quoi. Comme même pour nous, les artisans, on est souvent en train de développer d'autres projets. Carrément. C'est super. J'ai des petites questions. Il y a Gilles qui dit « As-tu déjà eu peur pour ta vie en reportage et les risques sont-ils mesurés ?» Les risques sont toujours mesurés. Du moins, tu le crois quand tu es dans le truc. J'ai eu peur quelquefois quand j'étais en montagne, ou quand tu accrochais à une corde, c'est pas forcément la partie la plus fun de ton existence, où tu te dis ça serait bien que ça coupe pas, quoi, que ça casse pas. Donc forcément, tu as peur. En fait, c'est bien d'avoir peur parce que ça te permet de faire attention encore plus à ce que tu fais, à tous les gestes. Quand tu fais des prises de vue sur des falaises, sur des parois, tu es obligé de te concentrer d'abord sur ta sécurité, sur les nœuds que tu as fait, sur le matos, sur comment tu as installé ta corde, ton baudrier, etc. Enfin, comment tu as fixé ton baudrier à ta corde, tout ça, avant de réfléchir à ton cadrage d'image, quoi. Ouais. Après, avec l'armée, j'ai pas eu vraiment de... Il y a eu une fois où, quand on était au Mali, la dernière fois, c'était un peu tendu, parce qu'on a fait une patrouille dans un village où il y avait ici et là quelques cratères qui correspondaient à des explosions de ce qu'on appelle des IED, c'est des engins explosifs que les terroristes planquent, et dès qu'ils voient quelqu'un passer, ils actionnent à distance avec un téléphone, et là ça fait péter tout le monde. Et la plupart des gens qui meurent au Mali, les soldats français qui meurent au Mali, sont morts à cause de ça. Et il se trouve que dans cet endroit-là, il y en avait pas mal. Et c'est vrai que quand tu es en Afrique, que tu regardes, que tu marches dans un village, le sol est très sale. En général, il y a des bouts de plastique partout. Tu as l'impression d'être traverser une décharge, mais au final, tu es dans un village. Il n'y a rien de négatif, de condescendant dans ce que je dis. C'est la réalité de certains coins du Sahel. Et du coup, le moindre petit bout de plastique sur lequel tu vas mettre les pieds peut être un engin explosif. Donc des fois, c'est un peu tendu, surtout quand tu as assisté au briefing d'avant-mission, que les mecs sont en train de regarder comme ça et ont peur. Et que toi, tu te dis, bon, bah, il faudrait quand même que je fasse des photos. Donc, des fois, je passe devant, je passe derrière, mais là, il vaut mieux pas trop bouger. Tu vois, tu restes un peu dans la ligne du truc, quoi. Ouais. Donc là, ça fait un peu peur, c'est sûr. Maintenant, quand je bosse avec l'armée, pas pour l'armée, mais avec l'armée, c'est-à-dire quand je suis intégré dans une unité ou que je vais les suivre, comme le faisaient avant pas mal de photoreporters pendant la guerre du Vietnam, d'Irak, etc. Ce qu'on appelle être embedded, c'est-à-dire être assimilé à une unité. Tu es protégé par défaut parce que tu as plein de mecs autour de toi qui ont des flingues, qui ont des pare-balles. Toi, tu as un pare-balles aussi, tu as un casque.
s'il se passe un truc, tu n'as aucune chance de te faire kidnapper, c'est sûr. Le seul risque qui reste, c'est que ton véhicule dans lequel tu es entassé à 36 intérieurs et il fait 60 degrés, s'il roule sur une mine, c'est échec. Maintenant, tu n'as pas le choix, quoi. Ouais, c'est Mais clair. tu fais gaffe à essayer à prendre le moins de risques possible. Hein. C'est logique. Du coup, il y a Chaque Audrey. fois, j'entends un photographe de mariage qui me dit Attends. ça serait la merde s'il pleut samedi. je lui Tu vois. rappellerai qu'il y en a qui roulent sur des mines avec des camions et que voilà. Mais Audrey demande, pardon, justement sur ce sujet-là, comment tu trouves tes fixeurs en amont? Les fixeurs, tu les trouves d'abord dans ton réseau. C'est-à-dire que tu vas demander à d'autres photographes, des gens que tu aimes bien, qui te filent des contacts, parce qu'ils sont déjà allés sur place, ils connaissent des gens. Sinon, il n'y a pas 30 solutions. Enfin, si, il y a 36 solutions. C'est Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que tu veux. Mais c'est un métier officiel, fixeur. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire que dans certaines zones, par exemple, tu vas en Syrie, en Ukraine, dans des pays où c'est fun comme ça, où il se passe des trucs rigolos, tu as des gens qui sont fixeurs professionnels. En Hong Kong, par exemple, j'avais rencontré une journaliste, mais qui a arrêté d'être journaliste pour devenir fixeuse à plein temps. Parce qu'elle était mieux payée en tant que fixeuse quand elle aidait des chaînes de télé, genre CNN ou Sky News qui débarquaient à Hong Kong pour faire un sujet, que quand elle vendait ses propres reportages. Donc c'est un guide touristique version c'est un peu le journaliste. genre, ouais. C'est un peu le Ok. genre. Mais en fait, n'importe qui peut être. Moi, je peux être ton fixeur si tu veux faire un reportage à Toulouse, tu vois. Ouais, exact. Si tu as besoin d'un contact sur place. Quand tu es dans l'armée, les fixeurs, c'est les officiers presse. C'est les gens qui sont. C'est des officiers, des lieutenants ou des capitaines qui sont censés être là pour accueillir les journalistes, faire le travail d'attaché de presse, de te trouver des idées de reportage, des angles, etc. Et c'est des fixeurs. Donc, un fixeur peut être n'importe qui. Ça peut être un étudiant dans une école, ça peut être un expat dans un pays que tu ne connais pas. Ça peut être, parfois, ton fixeur peut être ton sujet. Tu vois, dans un de mes derniers reportages, j'étais parti il y a quelques mois à Macao. Macao, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une province chinoise, un peu comme Hong Kong, soi-disant indépendante, mais bon, ça reste quand même la Chine. C'est le Las Vegas asiatique. C'est Las Vegas multiplié par 20, en fait. Tout ce que tu vois à Las Vegas, c'est multiplié par 20. Il y a une copie de la Tour Eiffel, tout ça. Quand j'ai mis les pieds à Macao, comme un bon touriste, je me suis fait sauter dessus par tous les mecs qui voulaient vendre un tour en voiture, en train, en tout ce que tu veux, là, en bus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un mec, et ce mec-là, je l'ai payé pour m'amener jusqu'à l'hôtel et me faire un tour de la ville express pour montrer tous les points d'intérêt, et c'était mon fixeur. Et l'argent que j'ai payé, pour lui, c'est comme c'était un guide touristique, mais à chaque fois, je lui demandais des infos, et je l'ai même pris en photo parce que ce mec avait une histoire de dingue. C'est un mec qui avait vécu à Las Vegas une partie de sa vie, qui venait prendre sa retraite à Macao parce qu'il voulait profiter des casinos et des putes, parce que là-bas, c'est des prostituées, pardon, c'est autorisé. Tu vois, c'est une histoire qui ton fixeur devient ton histoire. Parfois, ton fixeur devient ton ami aussi. Parce que souvent, quand tu rends de reportage, les gens, eux, restent sur place, ils aimeraient bien voir les publications, ils t'envoient des WhatsApp. Parfois, c'est un peu pénible. Parfois, c'est bien parce qu'après, du coup, tu peux revenir. Et, voilà, les gens viennent te voir. Enfin, c'est assez cool. Eh ben, c'est super. On a plus trop de questions, à moins que j'en ai manqué. Thibaut, je ne sais pas si tu avais fait un petit non, j'ai essayé de aussi. suivre en même temps. Visiblement, en effet, les dernières questions qui arrivaient, c'était plutôt dans l'état d'esprit de ce qu'on a vu là. Je pense qu'on a été complet. On a même un peu dérivé, comme d'habitude, hein, parce qu'on s'intéresse, on est curieux, on pose des questions. Et qu'évidemment, on a décelé aussi des choses qui nous intéressaient, nous, à titre personnel. Hein. Donc non, j'ai pas vu d'autres questions. Si on a oublié des choses qui étaient importantes, n'hésitez pas à nous les poser là, on les posera volontiers. Il y avait la question de notre président, Laurent Belay, qui demandait, quand on parlait tout à l'heure du fait que la presse va puiser les images chez des amateurs, s'il y avait un syndicat qui allait vous défendre sur ce sujet. Alors, la profession de journaliste est protégée il y a des syndicats pour les journalistes, il y en a plusieurs. En général, c'est le SNJ, le syndicat national des journalistes. Tu as la CFDT qui aussi a une antenne, qui s'occupe de ça, et la CGT. Et je dois en oublier, je suis désolé. Mais le SNJ est le plus gros syndicat pour les journalistes et du coup, par extension, pour les photojournalistes. Ensuite, tu as des syndicats comme l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Parmi les photographes, il y a des photojournalistes, mais ce n'est pas la majorité, c'est évident. Je ne sais pas combien ils sont de photojournalistes, mais la plupart sont plus artisans ou auteurs, auteurs surtout.
Est-ce que, du coup, la question, c'était est-ce qu'ils vous défendent sur ces sujets-là pour essayer de, justement, que la presse arrête d'acheter, enfin, pas de, justement, de ne pas acheter, de récupérer gracieusement des images d'amateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose, des actions qui sont faites ou finalement, c'est trop tard, vous avez laissé… Non, non, il n'y a pas parce que, enfin, moi, j'ai pas vu j'ai pas vu passer d'action en particulier. Il y a des fois des communiqués de presse qui sortent pour dire ça serait bien Ouais, de mais bon. revaloriser le métier des photojournalistes, etc. Ce qui, au final, parfois, et c'est là que tu vois que c'est un peu compliqué parce que je sais pas si c'est le SNJ ou si c'est d'autres syndicats qui avaient réussi l'exploit de faire passer une loi qui avait ensuite été votée à l'Assemblée nationale, mais genre à la fin de l'été, au début de Ouais. l'été plutôt, en mode on passe le truc comme ça, qui instaurait un salaire minimum pour une pige, et qui était de 60 € la demi-journée, je crois. Donc c'était juste n'importe quoi et ça correspondait absolument pas aux réalités du métier. Donc il y a des trucs comme ça où tu te dis merde, c'est con parce que les mecs mettent beaucoup d'énergie, essaient de faire passer des trucs qui au final vont desservir des gens parce qu'ils vont juste proposer des choses qui vont être utilisées comme excuse pour pas payer plus, alors Mhm. qu'avant on payait plus, tu vois. Et Donc, il n'y a finalement, pas énormément de choses. donc la défense, elle est presque inexistante. Et quand elle l'est, elle n'est pas suffisante. En fait, il y a une défense en interne pour les gens dans les rédactions parce qu'il faut comprendre que les syndicalistes, ce sont souvent, en général, je dis ça avec des pincettes parce que je n'ai pas les stats, hein, mais en général, de ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, c'est des salariés de rédaction. C'est des gens qui sont en CDI, qui sont en poste et qui sont là pour défendre les gens en interne et bien sûr défendre la profession au sens large parce qu'ils font des trucs pour la profession in fine. Mais c'est surtout pour défendre le mec qui va se faire virer ou qui a pas eu ses Ouais. indemnités ou qui a pas eu son chômage partiel, etc. Mais c'est très rare qu'ils arrivent à défendre les pigistes comme nous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la Ouais, c'est trop, presse, il y a trop c'est trop large. Et en Ouais, même temps, c'est trop large. Large. encore une fois, nous qui nous occupons d'une organisation professionnelle, représentative, la pluralité du métier de photographe fait qu'on ne peut pas défendre en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux à attendre des réponses sur la photo d'identité. Il y a des gens qui n'en font pas et qui s'en fichent, la photographie scolaire ou les événementiels ou la photographie de portrait à domicile ou en studio. Enfin, encore Ah, une il y a fois, les trop de cas. différences sont très différentes. Et c'est toujours un peu délicat. Et c'est là où c'est intéressant de soit forcément avoir un pigiste au sein des gens qui s'occupent de cette organisation pour lever le doigt en disant et nous, comment on fait pour ça, ou d'avoir un pôle au centre de ces mêmes organisations en disant et c'est vrai que la force, je crois, d'une organisation professionnelle représentative, d'un syndicat, quel qu'il soit, c'est d'être capable d'entendre, d'écouter les besoins de chacun et d'essayer de représenter tout le monde avec les complexités que ça représente. Mais c'est vrai qu'en effet, malheureusement, le fait de se retrouver, on a eu le cas encore récemment par rapport à un arbitrage de 3 novembre sur le décret du 3 novembre, sur un espèce de principe d'équité qui fait plus de mal que de bien. Bon, en même temps, il y a certaines organisations qui gèrent mieux que d'autres. Et c'est vrai que enfin, je pense que les organisations font leur job. Après, la question, est-ce qu'elles font dans le sens dans lequel tout le monde voudrait, c'est toujours délicat. Encore une fois, je ne peux qu'encourager les gens qui veulent faire bouger les choses à s'impliquer ou à adhérer et à faire entendre leur voix Ouais. dans les trucs. Et c'est vrai que le SNJ, je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler récemment par l'intermédiaire d'un photographe de presse qui m'avait contacté suite au dernier live qu'on avait donné. J'imagine qu'ils font le boulot qui leur semble juste, ils sont capitaines du bateau. Est-ce qu'ils le font toujours comme tout le monde le voudrait? Ça, malheureusement, c'est ce que là, Léa, elle poste un commentaire très juste. Elle dit on ne peut pas empêcher de faire appel à des amateurs parce que des fois, ils sont les premiers au front à pouvoir en même capturer. temps, c'est ce qu'il disait Fred tout à l'heure. Hein. Voilà, mais il ne faut pas que ça rentre. BFM veut une info tout de suite, et puis un magazine derrière vaudra un truc un peu plus qualitatif, avec du contenu, etc., avec une approche éditoriale, avec une approche documentaire. Et donc, je pense que les deux fonctionnent. On va encore faire là, ça, c'est nous qui sommes représentatifs, on n'est pas en train d'interdire les appareils photo dans les téléphones portables. Ça ne pose pas de souci que les gens puissent faire des photos. Après, au même titre que personne, je crois que le syndicat des restaurateurs est rien contre le fait que les gens cuisinent chez eux. Donc encore une fois, je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Voilà, on parle d'autres unions, l'Impact, l'Union nationale des photographes, des administrations, des collectifs, donc il y a plein d'éléments. Apparemment, le domaine du photojournalisme et du journalisme en général est quand même très concurrentiel. Et forcément, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant de connaître cette voie qui était un peu moins la nôtre initialement. Moi, j'y ai jamais j'ai jamais travaillé comme photojournaliste. Hein, oui, mais tu vois, c'est ce que je disais. Moi, ça m'intéresse parce que maintenant, j'ai l'impression que certains de mes reportages pourraient peut-être parfois être proposés. Je vais y penser maintenant. Je vais garder ça quelque part. Et…
Tu vois, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que le domaine du journalisme est très concurrentiel, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, le domaine du journalisme. Je suis désolé, mais dans le journalisme, il y a tellement de trucs. Il y a bien entendu des secteurs qui sont très concurrentiels, parce que tu prends par exemple les photos de manifestations, et quand tu vois 200 photographes pour 100 manifestants, là tu te dis effectivement il y a un petit problème de concurrence. Tout le monde ne va pas réussir à vendre des photos. En général, c'est le mec qui bosse pour l'AFP qui envoie les trucs, quoi. Maintenant, soit tu vois la concurrence comme un énorme mur et tu décides quand même de foncer dedans en mode c'est parti, quoi. Ou alors tu abandonnes, ou alors tu essaies de trouver une façon de contourner le mur et de réfléchir à d'autres secteurs qui ne sont pas du tout concurrentiels. Moi, pendant des années, j'ai vendu des photos de sport extrême à tous les médias qui existent en France, quoi. Et une partie à l'étranger. Au moins une photo a été publiée dans chacun des médias qui existent, par un biais ou un autre. Donc c'est complètement possible. Je fais pareil avec l'armée. Si demain j'ai envie de faire sur notre secteur, je le ferai avec notre secteur. En fait, c'est juste, soit tu cherches des solutions, soit tu trouves des problèmes. Et tu vois, ça permet de recoller sur la question des syndicats, parce que moi, je trouve ça très bien d'avoir des structures qui ont envie de protéger la profession. Mais le problème, c'est qu'effectivement, la profession est tellement divisée en son sein par des photographes qui, quand tu vois certaines discussions, surtout sur les réseaux sociaux, qui méprisent les autres, ou qui luttent un peu pour leur chapelle et qui méprisent la chapelle de l'autre, tu dis ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord, quoi. Et surtout quand derrière, il y a un de ces syndicats qui va faire des démarches auprès du gouvernement et qui va aller voir le professeur et dire monsieur, est-ce qu'on peut faire ça? C'est très bien, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas effectivement de concertation au départ, ça va léser forcément des gens. C'est évident, en fait, de base. Donc, tu vois, c'est là la complexité. Là, je vois pas de solution autre que de réfléchir effectivement à une union du truc. Mais c'est très compliqué parce que le milieu de la photo est vraiment pas forcément solidaire, quoi. Puis ça évolue très vite avec l'arrivée du numérique, l'évolution de nos smartphones, on l'a dit tout à l'heure. Donc finalement, toi, ta solution, c'est de trouver d'autres solutions, s'ouvrir, être ce que tu disais tout à l'heure dans ton 5e conseil, quoi. C'est on ne peut pas empêcher ça, finalement. Donc autant faire avec et rebondir sur d'autres. Ouais. En fait, ça va être compliqué. Comment tu peux contrecarrer la concurrence externe, c'est-à-dire par exemple des amateurs, ou l'autre problématique aussi, c'est les photos livrées gratuitement par les entreprises, hein, qui vont payer un photographe comme vous, artisan, et qui va le donner gratuitement. Et du coup, vous, quand vous faites une presta pour une boîte qui fait un communiqué de presse, vous piquez le boulot d'un journaliste. C'est la même chose, en fait, qu'un amateur, sauf que votre photo est bonne. Et que vous êtes payé, vous. Mais nous, on n'est pas payé. Donc nous, on pourrait s'insurger de ce truc-là, mais ça sort pas, ce genre de choses. Comment tu veux t'insurger de ça si déjà, dans ta profession, tu perçois ton pote, ou du moins ton confrère, comme un concurrent éventuel? Et tu te dis, ouais, il faut que je passe avant lui, et lui, c'est mon concurrent. Ou comment Enfin, tu vois, déjà, si c'est ultra divisé en interne, comment tu veux faire union? C'est clair, tu as raison. Il faut être positif, trouver ses solutions et avancer. C'est pour ça que je pense que tu as créé des communautés pour t'entraider, s'entraider et tirer le métier vers le haut, mais sans oublier que le métier évolue et qu'il faut faire avec. Il faut avoir envie d'être positif. C'est-à-dire que même quand c'est compliqué, etc., si tu n'as pas envie, arrête. Et dégoûte pas les autres, tu vois. Dis pas aux autres, ça marche pas, c'est trop concurrentiel, c'est mort, il n'y a plus d'argent, c'est la crise, etc. C'est ton point de vue. Mais tu as raison. Tu vois, ça sert à rien de dire que c'est peine perdue. C'est peine perdue pour soi, quand on a décidé d'arrêter, d'abandonner ou de lâcher l'affaire. Mais il y a plein d'opportunités. Maintenant, quand tu te rassembles avec les bonnes personnes, les gens qui pensent de façon optimiste, positive, et qui ont envie d'aller vers les autres et qui ne voient pas l'autre comme un concurrent, mais plutôt comme un partenaire éventuel, ça change tout, en fait. Là, curieusement, tu te retrouves à trouver tu te remets à trouver du boulot, quoi. On va rester sur ça, Fred, c'est super. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Tu nous as transmis bien plus que ce qu'on avait prévu. On a débordé en temps. On est encore 100 à être connectés, alors que certains ont dû reprendre le travail, même s'il est au ralenti en ce moment. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez d'autres questions, peut-être mettez-les sur le live. On mettra les liens. Tu as parlé de l'émission de
de Vincent Magner, c'est ça? Pardon si je Vincent dis mal. Martinet, ouais. Voilà, si tu peux mettre le lien, tout ce dont tu as parlé, le collectif DR, Photographe 2.0, on va mettre les liens si ça n'a pas été fait. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Là, on repart sur un programme de... Thibaut, je fais ton job. Super, moi, je me dis qu'en fait, à un moment ou à un autre, je vais pouvoir tranquillement être à la sieste à cette heure-ci, tu vois, truc, mais vas-y, mais alors, je te laisse faire, Mais en gros, voilà, on repart sur un programme maintenant régulier. On espère qui ne durera pas des mois, parce que si ça dure des mois, ça veut dire qu'on est confiné des mois. Mais en tout cas, là, on repart sur un programme de tous les lundis avec un invité qui va venir nous parler de son sujet. Ça peut être, comme on a vu aujourd'hui, des thèmes totalement différents. Si vous avez des envies, n'hésitez pas aussi à nous les faire savoir. Ça peut être intéressant de C'était ça, faire moi, que je voulais dire, c'est qu'on a déjà un programme, en effet, pour les semaines qui viennent, parce qu'on contacte les gens, on essaye de les contacter un peu à l'avance. Là, on a plus d'un mois. Voilà. Donc, on a un peu d'avance devant nous, on a déjà des sujets intéressants, une ligne éditoriale qu'on essaye de suivre pour vous intéresser sur différents sujets. Par contre, on est très ouvert à découvrir des nouveaux profils ou des nouveaux sujets qui vous intéresseraient. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter via la page en nous disant, voilà, on aimerait avoir telle personne, ou on aimerait parler de tel sujet. Soit c'est déjà dans les cartons, soit ça peut nous ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on les fera, mais au moins, c'est toujours intéressant d'en prendre des nouvelles choses. On est très ouvert à ça. Donc, n'hésitez pas. En effet, toutes les semaines, tous les lundis midi 30. Ouais. Un nouveau live mini talk, on aura des nouveaux points info si c'est nécessaire, on aura des nouveaux éléments. Je travaille sur un nouveau format un petit peu différent, Delphine est au courant, le reste du monde ne l'est pas trop, voilà, qui devrait sortir. J'avais bon espoir cette semaine, mais c'est un peu de boulot, donc je ne sais pas si j'aurai le temps, ou éventuellement dans les semaines qui suivent, mais voilà, un truc qui va permettre d'enrichir aussi les photographes dans une autre manière que ce qu'on fait actuellement là en live. Donc voilà, on travaille sur des nouvelles choses, on essaye encore de vous défendre, de vous représenter, on essaye encore de vous fédérer et de promouvoir vos activités. Encore une fois, on fait de notre mieux, j'espère que ces lives vous plaisent, n'hésitez pas à nous faire savoir pour qu'on sache qu'on continue. Et puis voilà. Et puis, plein de merci Fred. Merci Fred pour ce partage, encore une fois, c'était top. On suit ton travail, n'hésite pas à aller lire les commentaires et y répondre si tu veux, s'il y a d'autres questions qui tombent. À bientôt tout le monde. À bientôt, la semaine prochaine. Et puis merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci Fred. À bientôt. Merci Thibaut. Ciao. Ciao.